d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Bonsoir Prisca. Bienvenue à Parenthèse pour un dîner. Bonsoir Madame Kadio Morocro. Bonsoir. Bienvenue à Parenthèse Merci. au dîner sans filtre. Merci. Bonsoir Pascal. Bonsoir. Je suis absolument enchantée. Moi aussi. Et voici mon invité récurrent, celui dont je ne me lasse jamais. Comment ça va? Ça va? Bonsoir C'est plaisir de te Stan. voir. Bonsoir. Ça va C'est bien? un plaisir partagé. Bienvenue au Plaisir. dîner. Merci infiniment. De Plaisir nouveau. partagé et merci pour l'honneur. Mais c'est moi. Ouais. Mon cher Philippe, comme je suis contente de te recevoir. Bonsoir, bienvenue. Alors, ici, on est à Parenthèse. Est-ce que tu connaissais? Un peu, Un petit peu. un petit peu. On y mange bien, on y reçoit parfaitement. C'est l'établissement de Rim Chalabi. Et le chef Adnan nous a concocté des petits plats Ah, ça et on va faire de grands débats. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Live TV au Dîner sans filtre. Ce soir, autour de cette table, nous ouvrons un dîner qui s'annonce riche en éclairage, fort en avis assumés et où les visions des unes et des uns vont sans doute ne pas vous laisser sur votre faim. Évoquer une Côte d'Ivoire qui se regarde sans complaisance mais avec empathie dans le miroir du monde est une de nos missions. Notre pays avance, n'en déplaise aux esprits chagrins, oui, il avance inexorablement, mais comment avance-t-il? Comment attire-t-il? Comment négocie-t-il? Comment revendique-t-il sa place dans ce monde? Et même comment innove-t-il? Et derrière ces dynamiques saluées par un PIB galopant, presque partout et presque par tous, une question demeure. Comment renforcer notre place dans le concert des nations tout en consolidant notre souveraineté, notre attractivité et notre cohésion sociale? Ce soir, nous allons en parler, nous allons évoquer la coopération internationale, nous allons évoquer le développement économique, la mobilité des talents, la réciprocité d'accès au territoire et bien sûr la gouvernance sociale. Autour de ces tables, des voix qui comptent, vous le découvrirez, des responsabilités assumées, des angles différents et puis c'est ce qui va faire la richesse de cet échange, la saveur de ce dîner et une ambition commune, je l'espère, comprendre, éclairer, débattre avec bienveillance, débattre sans filtre. Installez-vous, le dîner commence. Mesdames et messieurs, je vous le disais, cette table est savoureuse ce soir. Non pas uniquement à cause des mets que nous propose le chef Ali Abdallah, parce que nous allons naviguer entre un canapé de foie gras, un carpaccio de bœuf charolais, du riz noir aux gambas tigrées, un suprême de volaille de Bresse dorée, et puis en dessert ce soufflé de pain perdu. Oui, je vous le disais, nous allons savourer ce repas, mais en plus, vous allez voir, je vous ai fait une sélection, un tri sur le volet. Pour cette dernière de la saison, vous n'allez pas vous ennuyer. Et j'aimerais commencer par une dame. Maud Kadio Morocro est une dirigeante ivoirienne dont la carrière est étroitement liée au groupe Petro-Ivoire. Elle y débute en 2003 comme directrice commerciale avant de devenir directrice des ressources humaines et de la communication en 2010, poste qu'elle occupera pendant 14 ans. Promise secrétaire générale en 2024, c'est en juin 2026 qu'elle est nommée directrice générale adjointe en charge de la stratégie et de la gouvernance. Ça tombe bien, on va évoquer, je pense, en de nombreux points la gouvernance ce soir ici à table. Maud, si je puis me permettre de vous appeler par votre prénom. Bien sûr. Comment allez-vous? Bienvenue de Je nouveau. vais très bien. Merci beaucoup Pascal de m'avoir invitée. Je suis honorée et très heureuse d'être là et de rencontrer toutes ces personnalités qui sont autour de cette table. Et je suis certaine qu'on va passer une très très belle soirée comme ça a été annoncé tout à l'heure. Eh bien, avec cette introduction, ce n'est plus une prévision, c'est une certitude, n'est-ce pas, Prisca Saïri, directrice de la communication du CPC. CPC qui veut dire Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire. Comment va Madame la directrice générale? Elle va très bien. Alors on m'a dit que ces derniers temps, si vous étiez une femme, vous pouviez venir
au CEPICI parce qu'il y avait de grands programmes pour nous les femmes, c'est vrai? Effectivement, il y a un guichet Investir au féminin qui a été lancé très récemment, l'aboutissement de 18 mois de travail. J'ai vu ça. Et ce guichet va permettre d'accompagner les femmes, structurer leurs projets et leur trouver des financements également. Alors Prisca, je vous le disais dans nos échanges avant émission, j'étais aux 50 ans de l'ESCA, l'École supérieure de commerce d'Abidjan. Je vous ai vu haranguer cette foule, la tenir, la contenir, parce que vous êtes directrice de la communication, mais vous êtes aussi présentatrice de grands événements. Vous faisiez partie des présentateurs choisis par l'ESCA pour ce cinquantenaire. Ça fait quoi d'être membre d'une école aussi prestigieuse qui a vu sortir la crème de ce pays, le ministre Bruno Koné, la ministre Françoise Remarque, mais aussi de grands financiers, Édouard Messou, Thierry Tannot. Oui. Alors parlez-nous de vous et un petit peu de l'ESCA aussi. Alors, l'ESCA, l'École supérieure de commerce d'Abidjan, c'est une école qui ne fait pas que former. On a plaisir à dire en fait qu'elle développe un esprit qui unit ses étudiants, qui unit ses diplômés et qui a pour mission et aussi valeur de porter haut le nom de la Côte d'Ivoire localement et à l'international. Pour nous, c'est une formation d'élite qui est au même niveau que toutes les formations internationales, toutes les formations, que ce soit en France ou aux États-Unis. Et on a eu l'occasion de le prouver à maintes reprises. Vous avez cité plusieurs noms, mais beaucoup de missions réussies et un fort appui, un fort apport au niveau économique, au niveau de la Côte d'Ivoire. Il y a tellement de noms que j'oublie parce que c'était très impressionnant ce cinquantenaire. Encore bravo à Armel Kofi qui l'a orchestré aux côtés de Lassine Diaby, le président de SK Senior. Comment vous faites, Prisca, puisqu'on est en train de vous présenter pour être officier de l'Ordre du mérite sportif. Vous allez nous faire un sprintissime. Quels sont vos talents cachés, Prisca? Alors, j'aime beaucoup faire les grands écarts, mais c'est dû à mon métier, essentiellement. Puisque je suis dans la communication, j'ai commencé en agence, donc je me suis beaucoup intéressée à différents budgets, différents secteurs d'activité. Et c'est vraiment par le plus grand des hasards que je me suis retrouvée à la Fédération ivoirienne de football. Ah, mais on va pouvoir parler foot avec vous. Et vous allez nous expliquer pourquoi on est sorti de la Coupe du Monde. Non, je ne vais pas m'aventurer jusque-là. Alors, à cette table, eh bien, un invité qui est juste en face de moi, puisque je commence la séquence de présentation de ces messieurs qui ont également accepté notre invitation. Son Excellence, Monsieur Irshad Radzali, vous êtes ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'Union européenne en Côte d'Ivoire. Vous avez intégré le ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères, vous nous direz, il y a combien d'années. Et vous êtes arrivé à ce poste, qui est un poste stratégique, j'imagine, pour l'Union, en tout cas pour l'Afrique de l'Ouest, au service donc de la diplomatie entre l'Union européenne et notre État notamment. Vous étiez au Ghana aussi. Tout à fait. La Côte d'Ivoire est-elle au cœur des préoccupations, ou peut-elle se targuer d'être au cœur des préoccupations de l'Union européenne? La Côte d'Ivoire est certainement un pays qui compte dans les partenariats que nous avons en Afrique, mais aussi dans le monde. C'est un pays avec lequel nous partageons énormément en termes de valeurs, en termes d'intérêts. Compte tenu de l'environnement fragile où se trouve la Côte d'Ivoire aussi. Mais un autre aspect qui est moins connu, c'est que la Côte d'Ivoire est un pays résolument engagé aussi sur la préservation du système multilatéral, qui est un système qui est malmené ces temps-ci. Et donc c'est un autre sujet. Au-delà du développement, au-delà du commerce, au-delà de la sécurité, c'est aussi un autre sujet qui fait qu'on a une relation particulière avec la Côte d'Ivoire. J'aimerais, chers téléspectateurs, parce que vous dînez avec nous aussi ce soir, vous présenter un chef d'entreprise, un directeur général de société. Il a 20 ans d'expérience en transformation numérique dans les secteurs miniers et bancaires à l'international.
vous avez quitté votre RDC. Alors, est-ce que je peux dire RDC natal? Parce que si ça se trouve, vous êtes né à quelques encablures d'ici, à Trècheville. C'est Hein, cher possible, Philippe? c'est possible. C'est possible, autant c'est chez moi ici. Mais oui, je suis né en RDC. Alors, Philippe, j'ai eu le bonheur de vous rencontrer il y a quelques années, pas beaucoup, peut-être 2 ans, 2 ans et demi, à l'occasion de tout ce qui tournait autour du Makutano, ce grand rendez-vous qui se tient en RDC et qui réunit le Gotha des entrepreneurs et des hommes d'affaires africains. Merci. Et Bouessarl, c'est le nom de l'entreprise que vous avez fondée. Qu'est-ce que vous y faites? Et puis, comment ça se passe, cet entrepreneuriat vu par moi, j'aime bien zaïrois, mais bon, ça ne se dit plus. Je trouvais ça pittoresque, à partir de la Côte d'Ivoire. Zaïrois, c'est bien, c'est une très belle identité. Déjà qu'il y a 2 Congos, c'est parfois difficile de faire la différence. Et on revient à se dire Congo-Zaïre, voilà, RDC, bon, c'est plus simple. Sinon que ça se passe bien en Côte d'Ivoire et Boué aujourd'hui, vraiment, nous nous occupons de tout ce qui est accompagner les PME sur des questions de transformation digitale, mais sur le gros de la map. Mais au fond, ce que nous faisons aujourd'hui, c'est un peu plus quelque chose qui est très particulier, ce que nous mettons à disposition des entreprises, du personnel IT de haut niveau ou de niveau normal, au besoin en tout cas, sur un système d'abonnement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir un IT dans une entreprise alors que vous n'avez pas les moyens d'avoir un personnel de haut niveau et l'avoir sur un abonnement, un petit ticket de 50, 100 000 par exemple. Vous avez ubérisé Plus ou moins. le système. Mais ubérisé, parfois le terme... Vous le trouvez un peu péjoratif voilà. Mais non. Comme une usine? Oui, plutôt dans ce sens-là. Mais nous, ce que nous faisons, nous répondons... Nous ne venons pas pour toutes les entreprises, en fait. Très bien. Nous venons pour ceux qui se retrouvent avec du personnel qu'ils utilisent à 20%, 10% de leur capacité, simplement parce qu'il a été mal calibré. Nous, aujourd'hui, on vous ramène quelqu'un qui va être là pour vous que quand vous en avez besoin. En dehors de ça, Eboué, c'est aussi des solutions. Nous lançons un certain nombre de solutions. Nous aurons le temps d'en parler. Bah, absolument. Et, voilà. Vous, Stan, vous n'étiez pas en RDC dernièrement parce que je vous ai couru après, puisque vous étiez au dernier dîner et je vous ai dit rebelote. Ça ne nous embête pas. Ah non, pas du tout. La preuve, je suis là. Je vais souvent à RDC parce que justement, c'est un pays que Bloomfield évalue annuellement sur sa qualité de crédit et sur sa cartographie de risque d'investissement. Un pays avec un potentiel extraordinaire, maintenant qui a besoin d'être mieux organisé, mieux structuré pour capitaliser justement sur ce potentiel extraordinaire. Et comme on dit, c'est une catastrophe géologique, la RDC, il y a juste tout. Et dans le souterrain, maintenant, il va falloir mettre en place une gouvernance qui permet justement de non seulement capitaliser sur ça, mais mettre un système en place de protection de ces ressources et de transformation de ces ressources. Parce qu'on parlera de souveraineté justement. Et pour moi, c'est un élément qui est extrêmement fondamental aujourd'hui sur un continent qui commence à aiguiser les appétits de tout le monde. Permettez-moi de vous souhaiter un bon appétit. Merci. Et un très bon dîner en notre compagnie, tous ici autant que vous êtes. Et tout de suite y aller. Alors Stan, moi j'aimerais rebondir tout de suite sur cette phrase, ce cliché qui m'a été un petit peu démonté ces derniers temps par quelqu'un qui m'a dit « Vous dites que la RDC, c'est pas pour commencer sur vous, mais enfin, c'est tombé sur vous, cher Philippe, est un scandale géologique, ils ont tout, mais enfin, il faut bien les moyens technologiques, techniques, humains pour faire, parce qu'il faut le dire, ces extractions. Quand vous avez extrait ces matières premières qui sont si demandées sur le marché international, il n'y a pas que ça, parce qu'il y a une autre expertise à avoir. Vous les avez extraites, il faut les transformer ou les semi-transformer, il faut connaître les marchés financiers, comment les écouler, comment les vendre. Il faut avoir des experts à peu près en tout. Alors, est-ce que ce n'est pas un mauvais procès qu'on fait à la RDC de dire qu'ils ont tout, mais qu'ils n'en font presque rien? Alors, je parlais tout à l'heure de structuration et d'organisation. Enfin, les pays occidentaux ne sont pas tombés du ciel. À un moment donné, on a vu l'évolution de ces pays-là qui n'ont pas forcément été toujours des pays développés. C'est une construction. Et ça, c'est extrêmement important de comprendre. Je pense que les compétences
ça ne se décrète pas, ça se construit. La technologie, ça tombe pas du ciel non plus. Quand on investit dans la recherche et développement, on développe ses propres technologies. Donc, on ne peut pas parler de souveraineté et puis d'attendre que les autres vous transfèrent leur technologie. Enfin, évidemment, ce sont des pays qui sont encore jeunes dans le sens moderne des choses, mais il faut s'organiser pour justement créer un environnement qui permet aux pays qui ont des ressources naturelles de les transformer. Vous regardez un pays comme Singapour qui en 1962 était quasiment un bidonville. Et aujourd'hui, c'est une des places financières les plus importantes au monde. Mais ça a été construit. Donc il faut une vision, il faut s'organiser, il faut se donner les moyens. Et donc ce n'est pas une fatalité, c'est une question d'organisation. La RDC est un mini-continent qui a eu ses problématiques de guerre, de gouvernance, qui aujourd'hui est arrivée à un moment où elle commence à s'organiser, à se structurer. Ça prend du temps. Nous, ça fait 5 ans qu'on note le pays. On voit bien que chaque année, il y a une évolution en termes de gestion de ressources financières, en termes d'organisation de la décentralisation. Donc, il y a des efforts qui sont faits, ça prend du temps. C'est difficile de comparer des pays qui ont 60 ans à des pays qui ont 300 ans, qui ont 250 ans. Ça prend du temps. Mais ce n'est pas une fatalité et ce n'est pas, quand on parle de, ils n'ont pas encore la technologie, mais ils l'auront, c'est une question d'organisation. Il faut relativiser tout ça et encourager aujourd'hui les pays africains dans cette quête de souveraineté, de s'organiser, de se structurer et d'acquérir progressivement cette souveraineté, évidemment dans l'intérim, travailler dans la logique de coopération avec les pays qui ont la technologie, qui peuvent faire les extractions aujourd'hui, mais ne pas rester dans la logique d'avoir des gens qui vont faire les extractions à vitam aeternam. Sur les innovations locales, mais encore mieux le soutien à l'investissement, est-ce que vous pensez que le CPC joue réellement son rôle? Est-ce que vous, avec les outils que vous avez en matière de communication, vous avez l'impression que vos cibles ont compris comment il faut saisir les opportunités, les jeunes notamment? Le CPC, justement, permet de mettre sur la table tous les outils, tous les moyens incitatifs pour attirer l'investissement en Côte d'Ivoire, pour montrer qu'il y a de l'intérêt localement et qu'il y a des possibilités autant pour les jeunes qui soient entrepreneurs, pour des PME ou pour des multinationales. Le CPC travaille sur la promotion et l'attraction de l'investissement. Le CPC travaille sur l'environnement des affaires. Je pense qu'on sollicite beaucoup Stan sur ces thématiques. On travaille aussi sur l'aftercare, c'est-à-dire que lorsque vous venez vous implanter, lorsque vous constituez votre entreprise et tout, que vous rencontrez des difficultés d'ordre administratif ou face à une administration particulière, le CPC se fait votre porte-parole pour régler vos problématiques. Vous vous êtes adressé au CPC, Oui. Monsieur Kabeya, quand vous êtes arrivé, cher Philippe? Bien sûr, on est tous passés par là. Déjà à la création, ça s'est plutôt bien passé. C'est pas parce que Priska est à Non, du que tout. vous dites ça. Du tout, de toute façon, il Parce fallait... que si je vous demande si les aides de l'Union européenne également vous parviennent, vous me direz oui, c'est ça? Non. Elle est là. Si je vous dis si vous avez une carte pour le pétrole, vous me direz oui aussi? Je vois monsieur l'ambassadeur me regarder, elle dit non. Non, ça s'est plutôt bien passé, je dirais. Mais encore une fois, peut-être que j'ai la position d'une personne qui est arrivée dans un système en se disant ça se passe bien, c'est positif et je prends. Ça s'est plutôt bien passé à la création, même côté conseil, ça s'était plutôt bien passé aussi quand j'arrivais pour dire ok, on mettait ça en place. Je pense que côté appui de ce côté-là, en plus ça a été très vite. Je trouve. C'est quoi les délais aujourd'hui? Parce que je sais que vous êtes en train de communiquer. Je sens mon plus beau sourire là parce que je suis... Vraiment, je suis contente pour vous. J'ai été un bon client sur ça, ouais. Mais petit bémol. Petit bémol. Petit bémol. Parce qu'en fait, ce qui est très drôle dans ce système, quand moi j'arrivais, parce que ça m'est arrivé vraiment au moment de la création. Dites-nous, Philippe. Ça veut dire aujourd'hui sur Internet, sur Facebook, vous allez voir 10 à 5... je ne sais pas, entreprises qui vous aident, agences qui vous disent je peux vous aider à faire ça. Qui vous accompagnent à la création d'entreprises. Et beaucoup d'entrepreneurs que j'ai rencontrés au début. Vous avez beaucoup de concurrence. Je trouve qu'en termes d'information, il faut peut-être qu'ils soient plus violents. Ah, c'est la directrice de la communication, elle va vous répondre. La violence. Je rappelle à nos téléspectateurs que sur ce premier thème, eh bien, nous évoquons
dans le développement économique les questions d'attractivité locale, les innovations notamment, la transparence économique, les leviers qui soutiennent l'investissement et puis bien sûr la compétitivité du secteur privé. Prisca, je vous laisse répondre. Sur ce point, ce n'est pas une question de concurrence. Déjà, il faut bien choisir les termes. Ce n'est pas de la concurrence. Très bien. Ce sont des intermédiaires qui choisissent d'en faire une activité lucrative et donc qui s'adressent de manière très spécifique à la cible qu'ils visent. Nous sommes plus dans le service public. Donc, c'est vrai que nous donnons l'information, mais nous sommes également disponibles sur site parce que même lorsque vous mettez cet intermédiaire, ils viennent trouver des ressources au CPC qui vont leur donner cette même information. Donc moi, ce que j'encouragerais plutôt, le CPC existe, il est disponible et accessible. C'est déjà de prendre l'information à la source et généralement, on se rend compte que c'est beaucoup plus aisé de discuter avec les personnes, avoir l'information. Philippe vient de le confirmer, avoir la bonne information. Maintenant, si vous estimez que vous avez quand même besoin d'un accompagnement supplémentaire externe au CPC, là, c'est laissé à votre appréciation. Mais on a pu se rendre compte quand même que parfois les conseils et les accompagnements sont des sources de certaines confusions et de mauvaises appréciations des prestations du CPC. Je voulais reprendre la discussion là où Stan l'avait laissé sur l'accumulation et de capital, de connaissances, de technicité, etc. De technologie. Et il a tout à fait raison. Et on parle de souveraineté, mais il ne faut pas confondre souveraineté avec autarcie. Souveraineté, ça vous permet d'acquérir une capacité à décider de votre destin pour simplifier les choses. Et des pays comme la RDC ou comme la Côte d'Ivoire ou d'autres n'en sont pas moins des pays ouverts à des partenariats où effectivement, soit le capital qui n'est pas là, soit les solutions techniques qui ne sont pas encore disponibles, soit les connaissances qui sont en cours de constitution peuvent être apportées, nouées autour de partenariats. Aujourd'hui, on parle de partenariats gagnant-gagnant, enfin peu importe. Les différents acteurs peuvent contribuer à ce que les segments qui manquent soient comblés de manière à faire émerger cette constitution de richesse et cette prospérité. Et pour en venir au CPC, l'existence d'une institution comme le CPC est déjà un signe extrêmement positif et extrêmement fort dans la volonté d'un pays comme la Côte d'Ivoire de se présenter comme attractif, sérieux, désireux d'attirer et d'accueillir, plus que d'attirer, des investissements. Et donc tout ça sont des éléments en fait un peu épars, mais qui contribuent à pousser la même cause. C'est-à-dire, moi je représente une puissance publique. Cette puissance publique noue des partenariats avec d'autres puissances publiques comme la Côte d'Ivoire, précisément pour soutenir des politiques sectorielles, soutenir des politiques publiques, et soutenir par exemple le plan national de développement, qui n'est pas juste une liste de projets, c'est un programme extrêmement puissant, c'est un programme de réforme que nous souhaitons aussi accompagner. Et donc je pense qu'il y a de très nombreux acteurs qui doivent être fédérés de manière à faire émerger la prospérité, l'inclusivité, le développement, la technicité, les retombées économiques de tel ou tel phénomène comme la croissance, etc., etc. Et ce sont des sujets sur lesquels nous travaillons quotidiennement avec, je dis, la Côte d'Ivoire, parce que ça n'est pas uniquement avec le gouvernement ivoirien, c'est avec le secteur privé, avec la société civile, avec la jeunesse, etc., etc. Donc, comme on dit, il faut tout un village pour y arriver. Oui, je sais qu'aujourd'hui, Petro-Ivoire essaye de se positionner sur un segment multi-énergie parce que eh bien, sinon ça va vous rattraper tout simplement. Est-ce que les initiatives font naître une autre forme d'entrepreneuriat? Comment vous les encouragez? Comment vous les suscitez? Donc nous sommes une entreprise privée et justement on travaille à la diversification de notre métier. Donc vous l'avez amorcé un peu avec la distribution en plus du carburant, la diversification par
l'électricité, par l'énergie électrique et tout. On a déjà commencé. Et comme vous le dites, ça, ce sont des choses qu'il faut anticiper parce qu'on va y arriver. En dehors de ça, on travaille aussi sur le développement On s'est mis sur une niche bien spécifique sur le développement des artisans. Donc, c'est un peu notre engagement RSE aussi que nous faisons. Donc, nous essayons de créer. On a créé ce qu'on appelle un concours qui s'appelle À Chez nous Pays. Donc, ce concours, en fait, vise à développer et à promouvoir les activités des artisans. On les accompagne dans la structuration de leur entreprise. On les forme. On les accompagne pour la certification de leurs différentes activités avec Codinorm. Et puis, on leur donne en fait un circuit de distribution. On met à disposition notre réseau de stations-service pour leur permettre de distribuer leurs activités. C'est une forme pour nous d'encourager justement l'entrepreneuriat ivoirien et c'est une manière aussi pour nous de mettre en avant en fait les différents talents que nous avons en Côte d'Ivoire. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très, très, très intéressant et très positif en tout cas. Et c'est très puissant aussi pour nous parce que en même temps aussi, on n'est pas que des distributeurs d'énergie, mais on a aussi des incubateurs de métiers, des incubateurs de talents à travers justement cette activité. Parlez-nous un petit peu des métiers. Quels métiers pour ceux qui nous regardent? Un peu de tout. Surtout les jeunes. Un peu de tout. Vous savez, on a des personnes qui font par exemple des jus. Il y en a des personnes qui font des sacs, qui sont dans la mode. On a des personnes aussi qui vont jusqu'à avoir un certain type d'innovation, par exemple récupérer des cabosses de cacao pour en faire par exemple du savon ou pour en faire du charbon. Et on se rend compte qu'à travers cet événement qu'on organise, on se rend compte que vraiment la Côte d'Ivoire a un incroyable talent. Parce que vous les attirez vraiment, tous ces innovateurs qui viennent puis qui, grâce à ce programme, montrent qu'on peut aller plus loin. Et ils montent en compétences et justement, on voit la transformation de ces personnes-là. On voit un peu leur transformation parce qu'ils ont des choses à donner, mais des fois, ils n'ont pas toujours les moyens, ils ne sont pas structurés. Donc, l'entreprise n'est pas toujours construite. Donc, on les accompagne en fait dans la structuration de ces entreprises-là. On les accompagne, comme je l'ai dit, dans leur certification. On accompagne les entreprises dans leur développement. Voilà, c'est ça. Ce que je veux dire aussi par rapport au CPC, c'est qu'aujourd'hui, on a le guichet unique, on a un certain nombre de guichets qu'a créé le gouvernement, Pépite, etc. Donc, ça fait beaucoup d'agences pour parfois presque les mêmes missions. Mais il y a des travaux, des réflexions qui sont en cours pour optimiser et améliorer cet écosystème de sorte à ce que le parcours de l'investisseur ou de celui qui décide donc de monter son projet soit le plus fluide possible. Donc c'est une problématique, une préoccupation qui a été notée au plus haut et qui justement est en train fait de la politique là. Est en train d'être traitée. Je pense en fait c'est un sujet tellement actuel que je pense qu'en temps opportun, vous aurez l'information. Mais c'est pris en compte et c'est en train d'être traité. Et je pense que très prochainement, vous aurez des nouvelles. Stan, comment on fait quand on a une telle multiplicité d'initiatives pour demander aux jeunes, aux femmes, à tous finalement d'entreprendre? Comment on fait pour savoir l'impact que ça a sur l'émergence d'une nouvelle classe, le développement économique, la notation financière? Alors, je crois que l'idée de la Côte d'Ivoire, c'est de créer un vrai écosystème entrepreneurial. Évidemment, ça ne marche pas toujours, mais le plus important, c'est que l'intention est là. Je ne suis pas un avocat du CPC, mais je trouve que le CPC fait un travail extraordinaire. Ce que je dis, l'idée, c'est quoi? C'est de dire qu'on a une structure qui met à disposition toutes les informations dont on a besoin en tant qu'entrepreneur. Maintenant, après, c'est la responsabilité de l'entrepreneur d'aller chercher l'information où l'information est. C'est pas le rôle de... Il ne faut pas faire plus, par exemple. Non. Après avoir créé l'entreprise, il y en a de nombreux qui disent qu'on aurait eu besoin d'avoir moins de taxes, d'être exonéré sur une ou 2 années. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas le rôle du CPC, ça.
CPC Oui, est là pour on entend promouvoir. Ouais, d'accord. Après, vous avez des guichets spéciaux. Vous avez l'administration fiscale. Donc, il faut s'adresser là où on cherche des réponses. Les réponses sont... L'avantage de la Côte d'Ivoire, c'est qu'en réalité, vous avez quasiment tous les guichets qu'il vous faut. Vous avez toutes les lois qu'il vous faut. À un moment donné, je pense que les gens devraient faire un petit effort quand même. Il me semble que quand on crée une entreprise, on a décidé d'être un champion. Et c'est pourquoi je dis, nous, peut-être qu'on fait les choses à l'envers. Il faut créer des entrepreneurs qui, eux, vont créer des entreprises. Ce n'est pas le contraire. Ce n'est pas l'entreprise qui crée les entrepreneurs. C'est qu'on apprenne déjà à créer des entrepreneurs dans cet écosystème que de dire aux gens, on a tous ces guichets, venez. Donc, créer des entrepreneurs qui comprennent le parcours d'un entrepreneur, qui comprennent ce qu'il faut pour être un entrepreneur, et ensuite, ils vont créer des entreprises. À ce moment-là, on n'aura plus ces discussions-là. Parce qu'il saura qu'au CPC, je vais chercher des informations sur les opportunités et les possibilités. Côte d'Ivoire PME, je vais pouvoir, GUD. quels sont justement les projets et les programmes d'accompagnement, de soutien en termes de renforcement des capacités, en termes de financement, ainsi de suite. Parce que nous sommes dans des économies où l'amorçage n'est pas financé par les banques. On peut se plaindre comme on veut, on peut aller où on veut. Les banques sont structurées pour accompagner la croissance et le développement. C'est ça. Mais quand vous êtes dans un pays sous-développé, vous devez trouver une alternative de financement de la création de l'entreprise jusqu'à la vitesse de croisière. Et ça, c'est là que vous avez... ce n'est pas la vocation de l'État de financer des entreprises. Ce n'est pas ça la vocation de l'État. La vocation de l'État, c'est de créer un environnement qui permet aux entreprises, justement, de créer de la valeur, de créer de la richesse et créer des emplois. De croître, de se développer, d'embaucher. Aujourd'hui, moi, je pense que la vraie problématique du financement de l'amorçage, c'est les fonds d'investissement à taille TPE et à taille PME. Est-ce que ce genre de projet, ce genre de financement sont des financements, bien sûr en passant par des canaux les plus structurés possibles, sont des financements qu'on peut espérer dans le cadre de ce que vous faites avec la Côte d'Ivoire? Oui, parfaitement. C'est un sujet qui est relativement nouveau. Parce que comme dit Stan, en fait, il a fallu comprendre quel était le goulot d'étranglement. Tout le monde se plaint. La figure du petit entrepreneur, qui en général une entrepreneuse. De 18 mois. Hein. Mais donc il y a la problématique de l'accès des acteurs très modestes. Et puis en fait aussi celle de la maturation d'acteurs qui veulent aspirer à une masse critique et qui sont bloqués. Et qui semble être un sujet... qui bloque la naissance de toute une génération d'acteurs économiques qui n'ont qu'une seule envie, c'est de participer à la création de richesses, d'emplois, de valeurs, etc. Et donc l'Union européenne, forte, elle ne l'a pas inventée toute seule, mais forte de l'expérience de ses États membres, parce que certains le font depuis plus longtemps qu'elle, a créé des instruments pour ce qu'on appelle dérisquer les prêts, c'est-à-dire... faciliter le passage à la décision de banques qui n'auraient pas naturellement envisagé de se lancer dans une aventure qu'elles considèrent trop risquée compte tenu de ces paramètres. Est-ce qu'on est au début du processus ou on a des exemples de... On a des exemples d'investissements qui ont pu se faire grâce à notre soutien et c'est quelque chose qui nous encourage à faire davantage. On est dans trois problématiques. La première problématique, c'est l'Union européenne souhaite accompagner la Côte d'Ivoire dans le maintien, voire l'accélération de sa croissance, mais aussi la création d'emplois. Et finalement, la création d'emplois, on peut chercher midi à 14h, mais c'est le secteur privé qui va la faire. Et donc, le deuxième élément, c'est lever les obstacles à ce que le secteur privé, dans toute sa diversité, parce qu'il y a Pétro-Ivoire, mais il y a aussi la couturière dans la rue, tout ça c'est le secteur privé, absolument, formel et informel, créer des outils qui puissent s'adresser à eux directement ou via l'intermédiation financière. Et c'est là que nous travaillons aussi avec des établissements financiers dans l'espoir, ça ne marche pas toujours, dans l'espoir qu'ils prennent cette décision. Et le troisième élément, vous parliez tout à l'heure avec le CPC et Stan d'acteurs d'acteurs du secteur privé interne. Il y a aussi les investisseurs internationaux qui peuvent enrichir ce paysage. Et là, c'est un autre aspect de ma mission,
c'est de créer les conditions pour que les investisseurs, en tout cas européens, s'agissant de moi, s'installent en Côte d'Ivoire et contribuent aussi à cet effort de création d'emplois, de transformation locale, par exemple, de création locale de la valeur ajoutée. Donc, c'est un écosystème qui est quand même très, très, très divers et chacun des acteurs a ses problématiques qui sont propres, mais il y a aussi des problématiques communes. Les problématiques communes ont été évoquées, c'est-à-dire l'environnement des affaires, l'accès à l'information, les compétences, l'accès aux finances, etc. Alors la vraie problématique que la Côte d'Ivoire a, c'est vrai que c'est un pays qui performe économiquement très bien, extraordinairement d'ailleurs, sur 15 ans, une moyenne de 7% de croissance. C'est un pays libéral, donc évidemment qui permet justement à toutes les structures de partout dans le monde à venir s'installer. Par contre, là où la Côte d'Ivoire a du mal, c'est de pouvoir positionner ses propres entreprises dans la création de la richesse. La création de la richesse dans ce pays est créée à 80% par des multinationales et à 20% par des entreprises locales. Donc évidemment, ce déséquilibre-là ne peut pas permettre d'avoir une croissance aussi forte qui soit inclusive. Elle ne peut pas être inclusive parce que ceux qui créent la richesse n'ont pas vocation à systématiquement réinvestir cette richesse dedans. Donc, ça ne veut pas dire que la Côte d'Ivoire ne doit plus être un pays libéral. Ça veut dire que dans la logique de libéralisme, comment, et là ça devient un casse-tête chinois, comment la Côte d'Ivoire s'arrange pour que ses propres entreprises atteignent un certain niveau de compétence pour pouvoir équilibrer cette création de richesse. Et ça, c'est le casse-tête chinois que j'espère que le prochain PND va résoudre. Voilà. C'est la fameuse création des champions locaux. On en parlait au Makutano, par exemple, aussi. Mais, et leur accès au marché, et leur accès au marché qui compte. Et ça se fait déjà un peu en Côte d'Ivoire. Quand on regarde le cas de CI20, vous avez aujourd'hui 2-3 gros champions dans CI20. Pourquoi? Parce qu'ils ont pu avoir des... CI20 qui sont la structure qui regroupe les startups de Côte d'Ivoire. Voilà. Non, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Justement, je voulais parler du volume. Pour partir de cet exemple, ils ont quelques marchés du gouvernement. Voilà, il faudra céder des marchés qui font vivre. Là, on va parler du métro. Mais dans le métro d'Abidjan, est-ce qu'il y a une entreprise locale qui va s'occuper des signages, du système électrique ou peut-être autre chose, mais en tout cas qui permet que sur des gros projets, vous avez des locaux qui vont gagner dessus. Si on donne un contrat, par exemple, à une grosse entreprise multinationale et on dit il faut le contenu local, il faut qu'on se rassure que la PME qu'on veut mettre à contribution ait les compétences. Mais enfin, si vous ne voulez pas de quotas et que vous êtes dans juste le il faut et que ce n'est pas contraignant. Commençons par le départ. Le départ, c'est quoi? C'est mettre vos entreprises à niveau. Vous organisez, vous structurez de sorte à avoir vos entreprises à niveau. Et quand vous faites justement le contenu local, où vous obligez qu'il y ait une partie pour les entreprises locales, il faut qu'elles puissent répondre. C'est quelque chose qui se construit. C'est pourquoi la logique des champions nationaux, c'est une nécessité économique. Ce n'est même pas une question de mode, c'est une nécessité économique de dire, dans ce libéralisme, je mets en place un mécanisme qui favorise sur certains secteurs, mais locaux. Par exemple, vous me corrigerez si je me trompe, en France, si vous n'êtes pas une société française, vous ne pouvez pas rentrer dans le nucléaire. C'est stratégique, c'est une décision souveraine. Et donc ça veut dire qu'en fait, ce n'est pas qu'on ne veut pas que les autres évoluent, mais c'est juste qu'il y a des secteurs qui doivent être des secteurs réservés, des secteurs souverains. La difficulté en fait de ces entreprises, c'est de pouvoir continuer. Donc, des fois, il y a la chaîne de production qui pose problème parce qu'on peut accompagner sur la formation, la structuration, mais la chaîne de production ne suit pas. Ensuite, ils n'ont pas ensuite la distribution. Bon, la distribution, nous, on accompagne sur la distribution, mais la chaîne de production, je veux dire, ça demande de l'investissement et ils n'ont pas forcément des accès aux finances, comme il le dit. On en revient oui, mais c'est une volonté. À cette avant-maturation qui requiert mais ça reste une volonté normalement stratégique de l'État qui doit accompagner en fait ce système. Bien évidemment, forcément, il y a des mécanismes quand même qui existent. Vous avez au niveau de la société civile des associations qui travaillent
Le CPC travaille beaucoup, par exemple, avec le Women Investment Club, le WIC, qui est en fait une association dont les membres mobilisent leur propre épargne pour lever des fonds. Ça existe en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Elles mobilisent l'épargne, elles lèvent des fonds, elles forment les femmes entrepreneurs et elles investissent dans leurs entreprises de sorte à ce qu'elles puissent atteindre cette phase de maturation. Je pense qu'il y a un programme Pépite, me semble-t-il, qui veut créer des 150, c'est ça, 150 entreprises par an pour atteindre une certaine taille. Et à mon avis, c'est des choses qui se construisent sur une durée. Mais l'idée, c'est que si ce pays a compris que c'est extrêmement important d'avoir des champions nationaux et que la construction de la résilience va venir des entreprises locales d'une certaine taille, je trouve que c'est une excellente chose. Ne m'inquiétez pas, Stan, vous dites ce pays comme si vous n'en étiez pas, mais enfin... Non, moi je suis... Alors, il y a une chose que vous devez comprendre. Si la Côte d'Ivoire... Non, attendez. Je suis patron d'une agence de notation financière. Je ne peux pas me confondre à un pays. Voilà. Quand je suis vous êtes, peut-être quand de vous êtes dans ces nationalité habits-là, ivoirienne. c'est ce que vous voulez dire. Voilà, je suis de nationalité ivoirienne, mais je note ce pays. Et donc, je ne peux pas... Vous avez besoin d'une certaine distance. Absolument, et pour éviter les conflits d'intérêts. Voilà. La coopération internationale et les relations entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne, on a un invité tout trouvé pour en parler. C'est d'évoquer ici comment la Côte d'Ivoire et ses partenaires au niveau international, notamment avec l'Union européenne, peuvent améliorer leurs canaux de coopération. On va évoquer 3 axes. Pour être plus clair, eh bien, la facilité d'accès au territoire, en d'autres termes, tout ce qui concerne la mobilité des peuples, entrepreneurs, étudiants, familles, les investissements et puis bien sûr cet accompagnement que l'Union européenne fait sur tout ce qui concerne le développement durable, la transition écologique. Alors j'aimerais commencer par vos sentiments sur la qualité de nos mobilités Afrique, Union européenne, mais notamment Côte d'Ivoire, Union européenne. Et je vais avouer qu'aujourd'hui, il existe le passeport talent, un certain nombre de choses qui sont assez intéressantes pour l'inverse. Hein. Je connais 2-3 entrepreneurs ivoiriens qui se sont installés en France grâce à ça. Mais en même temps, je vais plutôt revenir un peu sur ces questions de souveraineté. Parce qu'en fait, à partir du moment où vous n'avez pas encore fixé vos objectifs et qu'est-ce que vous voulez, la mobilité va aller dans le sens de ne pas vous servir. Je dirais ça, pourquoi? Parce que ce que j'ai vu aujourd'hui, par exemple, pour un entrepreneur qui va se dire les conditions en France sont meilleures, il va installer son entreprise peut-être en France. Vous savez que l'Union européenne, ce n'est pas que la France. Hein. Non, je vais même dire... Si je sais que notre prisme francophone... Notre prisme francophone, voilà. Je parle même en Europe, je vais dire en Europe. Et dans ce sens-là, on reviendra sur les problèmes de souveraineté. Et pour moi, la souveraineté, c'est déjà, avant tout, avoir un plan clair de ce qu'on veut, comment on veut que les gens bougent et où sont nos intérêts. Et qui doit avoir ce plan? L'État, encore une fois, ça va revenir sur l'État. Moi, j'aurais dit que c'est soi-même aussi, parce que je bénéficie en fait d'une aide de l'Union européenne. Quel est mon objectif? Qu'est-ce que je veux? Est-ce que j'ai envie de m'installer à l'extérieur? Moi, je suis plutôt, par contre, pour le mouvement vers l'Afrique, parce qu'on a besoin de personnes. On a besoin des gens pour pouvoir développer cette Afrique. Parce que sinon, on serait toujours en train de discuter autour de table comme ça, se dire mais qu'est-ce qu'on fait pour l'Afrique et qu'est-ce qu'on ne fait pas. Il est important quand même que, moi j'estime que ça doit se faire dans l'autre sens. On a beaucoup de talents qui sont à l'extérieur. On a beaucoup de talents qui se disent non, je ne peux pas rester ici, j'ai besoin de partir là-bas parce que là-bas j'aurai beaucoup plus d'opportunités et tout. Alors qu'on peut pouvoir créer ces opportunités en Afrique. Donc on peut avoir des programmes ici pour pouvoir avoir l'accès justement à ces créations d'entreprises ici, quand on est de là-bas pour venir ici. Elle a parlé tout à l'heure, par exemple, du WIC, parce qu'on a beaucoup de femmes aujourd'hui, je ne sais pas si on le sait, mais on a énormément de femmes qui entreprennent, qui ont envie d'entreprendre et qui créent beaucoup de choses. On est dans la mode, on est dans plein d'autres choses, dans l'agro-industrie, un peu partout, dans le BTP. Et il y a beaucoup de femmes qui ont envie d'entreprendre et d'investir en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui,
là, je vais le rejoindre. Peut-être que l'État pourrait aider, peut-être que des organismes comme les fonds d'investissement peuvent aider, peut-être que les banques aussi peuvent aider. Il faut en tout cas avoir une vision globale de la chose pour pouvoir traiter les choses clairement et faire en sorte que le pays puisse bouger, l'Afrique puisse bouger, parce qu'il n'y a pas que la Côte d'Ivoire, l'Afrique puisse bouger. Monsieur Richard Razali, est-ce qu'il existe des mécanismes pour faciliter la mobilité, par exemple professionnelle ou académique, entre la Côte d'Ivoire et les États de l'Union européenne? Alors effectivement, ce sont les 2-3 domaines que vous évoquez qui sont les domaines qui sont les mieux organisés pour la mobilité. La filière étudiante et académique, parce que dans la filière, on va dire universitaire, il n'y a pas que les étudiants, j'y reviendrai, il y a aussi les enseignants, il y a même le personnel des universités qui peut bénéficier de ce type de mécanisme. Et puis après, il y a les projets professionnels. Je simplifie. Et je constate, en fait, puisque vous l'avez relevé, je me suis pas mal promené dans le pays, que les universités ivoiriennes ne saisissent pas toutes les opportunités qui sont à leur disposition. Je parle en particulier du dispositif Erasmus. Je pense que tout le monde a plus ou moins entendu parler d'Erasmus. Absolument. C'est un dispositif de bourse qui a été initialement créé pour faire circuler les jeunes étudiants européens au sein de l'Union européenne, pour que les Finlandais rencontrent des Espagnols ou des Italiens, etc., etc. Pour bénéficier de ces échanges, qui historiquement ne bénéficiaient qu'à des établissements intra-européens, les équipes, les laboratoires ou les facultés, etc., doivent nouer des partenariats. Donc il y a l'équipe qui envoie, il y a ceux qui envoient et puis ceux qui sont récepteurs. Ils doivent Donc en fait, il faut structurer. nouer des conventions. Et ça. c'est sur la base de ces conventions que les élèves, les étudiants, peuvent postuler aux bourses qui sont quand même assez faciles à obtenir, qui sont très généreuses puisqu'elles couvrent les frais de transport, donc l'avion, les frais de scolarité. Donc c'est une prise en charge à quoi, prise en 80, charge quasiment totale. Et donc moi je plaide, et c'est pour ça que j'ai fait pas mal de journées portes ouvertes à l'université de Korogo, à l'université ici, bientôt j'irai à Mans. J'en ai parlé quand j'étais à l'université de San Pedro, magnifique université au passage, pour sensibiliser et les étudiants et les équipes pédagogiques, l'académie, les facultés, pour saisir ces opportunités. Est-ce que vous avez peur, vous, Maud, que dans le cadre justement de ces facilités-là, eh bien, on en parlait de la diaspora, que nos talents, qu'il y ait une vraie fuite des compétences, que nos talents restent en Europe? Parce que ça aussi, c'est une vraie question. C'est une vraie question. Peur, je dirais oui et non. On a un ministre de l'enseignement supérieur qui a dit, si vous partez, que vous ne revenez pas, je ne sais pas si vous avez suivi cette actualité-là, il peut y avoir quelques problèmes. Si vous êtes boursier de l'État. Si vous êtes boursier de l'État, bien sûr. Ouais. Souvent, ça passe par l'État dans ces aides-là. J'ai eu envie de poser la question à M. l'ambassadeur et même à Prisca. Quels sont les canaux de communication qui sont utilisés? Parce que les choses existent. Mais est-ce que les gens, les Ivoiriens, cibles sont informés de ces opportunités? Voilà, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas informées de ces opportunités. Mais pour répondre à votre question, Pascal, oui. Pour faire revenir les talents en Côte d'Ivoire et éviter la fuite des compétences. Il faut mettre un cadre. Il faut que l'État mette le cadre sécuritaire pour que les gens se sentent en sécurité pour rentrer. Il faut que les entreprises sur place, parce qu'il n'y a pas que l'entrepreneuriat, il y a aussi les entreprises, il faut que les entreprises aussi développent en fait ce qu'on appelle la culture d'entreprise, la marque employeur pour attirer justement ces talents et faire montrer en fait à ces personnes qui sont dans la diaspora qu'en Côte d'Ivoire aussi, on a des entreprises. Regardez, moi je parle de Petro-Ivoire par exemple. Ça nous étonne que vous en parliez, hein, ça, on ne s'y attendait pas. On essaie et je dirais même Bloomfield aussi. Voilà. Ce sont des entreprises qui essaient de travailler avec des standards internationaux et qui n'ont rien à envier. Et des compétences locales. Qui n'ont rien à envier à des entreprises, des multinationales. Nous, on opère sur un segment, sur un métier qui était initialement
Réservé opérés à par des gros groupes. des multinationales. Mais aujourd'hui, nous n'avons rien en termes de taille peut-être, en termes d'histoire ou d'historique peut-être, parce que bon, on a Total, on a Shell qui sont là depuis 50 ans, nous on est là que depuis 30 ans. Donc on a quand même réussi à se faire une place ici, à créer une marque employeur, à créer une culture d'entreprise qui fait qu'aujourd'hui les talents cherchent à venir en Côte d'Ivoire dans une entreprise, pas forcément une multinationale, parce que moi je me souviens quand je rentrais à Abidjan, j'étais étudiante, j'avais envie d'intégrer une multinationale, je ne cherchais pas des entreprises locales, mais aujourd'hui... C'est un préjugé qui est dépassé aujourd'hui. Ah non, c'est complètement complètement. dépassé, on n'en est plus là. Il faut qu'on comprenne une chose, les cerveaux ne fuient pas parce qu'ils ont envie de fuir. À un moment donné, il faut créer les conditions. C'est-à-dire que le patriotisme, ça ne suffit pas pour rapatrier les gens. Il y a deux choses sur lesquelles je veux intervenir. La première, c'est que quand l'État donne des bourses, au-delà de la menace, il faut faire un suivi. C'est-à-dire savoir où tous les jeunes par exemple, de Polytechnique ici, qui vont continuer au Polytechnique en France, il faut les suivre. Il faut qu'il y ait des conseillers qui leur parlent pendant leur séjour là-bas, qui les suivent et qui parlent de leur orientation, de ce qu'ils vont faire après. C'est-à-dire qu'on ne va pas juste leur donner les bourses et personne ne parle avec eux. Et à la fin, ils se sont construits un monde là-bas et on espère qu'ils viennent, qu'ils reviennent. Non, ils ne viendront pas. Parce que quand ils finissent, Renault va leur proposer des choses, Bouygues va leur proposer des choses. Mais s'il y a un suivi, c'est-à-dire au-delà de l'argent, il y a un suivi des conseillers qui leur parlent, qui s'occupent de leur vie, de ce qu'ils font là-bas, de comment ça se passe à Polytechnique. Est-ce que vous êtes stressé? Comment ça se passe? Un bureau dédié. Un bureau dédié avec l'ambassadeur qui peut-être de temps en temps va parler à ces jeunes-là. Vous allez voir qu'après, et qu'on leur propose des choses en retour. Le patriotisme, c'est une excellente chose, mais il faut que ce soit combiné à autre chose. Si le petit sort de Polytechnique, Bouygues lui propose, j'en sais rien moi, 7 000 € par mois, vous n'allez pas lui proposer Petro Ivoire va 500 000. proposer 7 500. Non, vous n'allez pas lui proposer l'État 500, Pourquoi pas? sauf s'il a signé un contrat qui dit vous revenez, vous avez une bourse, vous revenez, vous travaillez pendant 3 ans pour l'État à ce niveau de salaire. Et ensuite, l'État peut renégocier s'il veut vous garder un salaire équivalent à ce que vous valez à l'international. OK? À ce moment-là, oui. C'est logique. C'est dans nos intérêts de les encourager à revenir. Je vais donner un exemple, mais vraiment que j'ai un vécu en tant qu'étudiant en Belgique, dans une discussion confrontée à un autre étudiant africain qui me dit « Mais toi, depuis un moment, tu parles beaucoup. » Je dis « Mais pourquoi ?» D'ailleurs, Je dis « Mais pourquoi ?» Il me dit « Mais en fait, il y a quelque chose que j'ai remarqué. Toi, ton pays, c'est même pas que tu es là. » En fait, cette phrase est restée, c'était comme une insulte. C'est Une insulte. Exactement ce que j'ai dit. Il y a Mais pas de suivi, ça sonnait. Il m'a dit, ton pays, c'est même pas que tu es là. Mais il m'a dit quelque chose qui est encore plus profond que ça. Il me dit, moi, je sais quand est-ce que je rentre, parce qu'en fait, on parlait des métiers et tout le reste. Il me dit, en fait, je ne vais pas dire parce que je ne peux pas, pour une raison en off. En fait, il me dit, je sais quand est-ce que je rentre et je sais où je vais travailler. Parce qu'en fait, en vrai, eux, ils avaient un plan. Ils ont un plan, mais non seulement là où le plan devient intéressant, et c'est pour ça que je voulais parler de souveraineté, c'est qu'en fait, en vrai, c'est très fou qu'en 2026 encore, les étudiants, les gens vont étudier librement ce qu'ils veulent et l'État n'a pas de plan sur nos besoins. Parce qu'en fait, Il faut une emprise plus quand on parle, importante souvent de on l'État parle- dans le parcours Mais oui, parce que souvent, de la mobilité souvent on parle de migratoire l'emploi, académique. mais on oublie de parler de l'employabilité. Ouais. Parce qu'en fait, la différence de ça, quand c'est bien planifié, c'est qu'on t'envoie pour revenir travailler là. On parle de métro depuis combien de temps? J'ai encore vu sur Internet quelqu'un qui disait en 2005 que dans 5 ans, on aura le métro. Mais ça veut dire qu'on a eu 10 ans, 15 ans. En 15 ans, quelqu'un a fini son cursus. Ça veut dire qu'on aurait pu former Les ingénieurs. que pour le métro. Ouais. On aurait pu les envoyer, donc on a eu le temps de former pour le métro. Quand on le dit maintenant, on aura l'impression qu'on n'a pas de temps, mais on avait eu le temps. On savait qu'on allait avoir un métro, on pouvait se dire on allait avoir 20 ingénieurs, 30 ingénieurs formés, envoyés et pour revenir. Parce qu'en fait, lorsqu'on sait que je pars et il y a une place pour moi, il y a peu de risques pour on va se dire, OK, on va faire comme une planification d'un gestionnaire de projet. On a un pourcentage de ce qu'on va perdre par sentiment
ils vont rencontrer une fille là-bas, je ne sais pas, il y a rencontrer un beaucoup de homme. choses, un homme. Voilà, il y a des choses qui vont se passer pour qu'il Ouais, reste. ouais, C'est ouais. un pourcentage qui est logique. Mais au moins, il y a un bout qui va revenir pour la cause. Ne serait-ce Et que la ça, moitié. ne serait-ce que la moitié, ça serait déjà très bien. Absolument. Écoutez, Absolument. toujours sur ces questions de coopération internationale, vous le savez également, en la matière, il y a de nombreux financements. L'ambassadeur va peut-être nous en faire une synthèse ici. Et puis ces financements-là sont destinés à accompagner notre développement. Alors ils passent par un certain nombre de circuits, d'organismes, d'organisations. Comment tout ceci est organisé et depuis que vous êtes à la tête de la délégation, est-ce que vous avez le sentiment qu'avant vous et pendant que vous êtes là, les objectifs sont atteints? D'abord, il faut prendre en compte que les défis ont évolué à travers les âges aussi, hein. Donc, historiquement, moi, quand je rentre au bureau, je passe par des couloirs où on a les photos des années 50, 60, 70, où on construit une école par-ci, point un d'eau par hôpital là. par là, etc. Et effectivement, voilà, le monde du développement, d'une manière générale, a évolué pour précisément accompagner les besoins exprimés par les États partenaires, parce qu'ils sont les mieux habilités pour déterminer justement quels sont leurs besoins. Et en Côte d'Ivoire, c'est quand même très très facile et très confortable, parce qu'il y a eu plusieurs PND où l'État dit voilà nos priorités, voilà les besoins, voilà là où on attend des partenaires internationaux, voilà où on pense que l'État peut financer, voilà où on pense que l'État peut lever des fonds sur le marché international pour couvrir. Donc, pour la Côte d'Ivoire, c'est quand même C'est un facilitateur. c'est quelque chose de à la beaucoup plus prise de confortable décision. pour quelqu'un comme moi et comme mes collaborateurs de travailler avec la Côte d'Ivoire, parce que le schéma est assez clair, en plus il est très cohérent. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, une fois qu'on se met d'accord avec la partie ivoirienne, il y a différents leviers. Donc il y a le levier du renforcement des capacités de certains acteurs publics. Donc on parlait tout à l'heure de formation. L'Union européenne travaille résolument avec le ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, précisément parce que c'est un besoin criant de former des chaudronniers, des soudeurs, des plombiers, des électriciens, Tous ces etc., métiers etc. techniques Exactement. qui ont été, il faut le dire, un peu abandonnés au Et fur tout et à fait. mesure Et lorsque les de ministres notre m'expliquent voilà la cohorte sur la filière générale et voilà la cohorte sur la filière technique, on se rend bien compte que lequel il est y a- plus attractif. il y a des efforts à faire pour rendre, donner des opportunités aux 400 000 jeunes Ivoiriens qui arrivent tous les ans sur le marché du travail. C'est ça, 400 000 énorme. jeunes Ivoiriens. Tout le monde ne va pas devenir ni philosophe, ni sociologue, ni diplomate, ni je ne sais trop quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, effectivement, on travaille avec l'État là-dessus. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, tout à l'heure, on avait parlé des activités économiques. De plus en plus, nous soutenons, à travers divers leviers, des investissements internationaux sur des secteurs sur lesquels, là aussi, les acteurs ivoiriens considèrent qu'il y a une volonté de mettre l'accent, par exemple, sur l'agro-industrie. Alors, les fameuses tomates, les fameux oignons, etc., le vivrier. Le vivrier. Parce qu'il y a à la fois des besoins de financement, des besoins de constitution d'acteurs locaux, aussi d'acteurs internationaux, de transformation locale. Et puis, il y a les grosses infrastructures. À travers ce qu'on appelle le Global Gateway, là aussi, on soutient, on favorise des investissements sur les corridors, parce que ce sont des sources extrêmement puissantes de génération de valeur, mais aussi de création d'emplois, l'énergie, etc., etc. Donc on essaye de nous adapter au mieux aux besoins qui sont exprimés par nos partenaires ivoiriens. Donc il y a plusieurs modalités, on va dire, d'intervention. Alors, moi je ne suis pas un partisan de l'aide au développement, hein. Je vais être très clair là-dessus. Je crois qu'il faut que les Africains commencent à s'émanciper. Ils ont les moyens de le faire. Je suis un partisan
marché des capitaux privés. Je crois qu'aujourd'hui, et d'ailleurs beaucoup de pays ont commencé à le faire, c'est de rester dans une coopération internationale avec les partenaires internationaux, mais pas dans une logique de financement au développement ou aide au développement qui finalement a beaucoup asservi les pays africains et ces aides sont toujours accompagnées de conditions qui empêchent les pays africains d'avoir des stratégies basées sur leur réalité et leur vrai plan de développement. Aujourd'hui, il est extrêmement important de développer les marchés des capitaux locaux et régionaux en termes de profondeur et en termes de structuration d'instruments qui permettent justement de créer cette profondeur-là. Quand vous regardez le PND de la Côte d'Ivoire, je crois que la Côte d'Ivoire s'inscrit dans cette logique-là également, de dire les 115 000 milliards, je souhaiterais que 71% soit financé par le secteur privé. Ça peut être le secteur privé ivoirien, le secteur privé européen, le secteur privé asiatique, mais de sortir des schémas bilatéraux, publics, d'aide au développement qui n'ont pas donné de résultats pour moi, qui sont des résultats concrets après 66 ans. Il faut rester dans une logique de coopération internationale, mais privée, où les gens prennent la responsabilité d'emprunter sur les marchés, d'investir dans des projets lucratifs, des infrastructures lucratives et rembourser. Et pourtant, sa responsabilité. nous levons des fonds sur les marchés également. Non, nous levons c'est pourquoi je dis... Les sources de financement sont multiples. Non, c'est ce que j'ai dit. Les sources de financement sont peut-être multiples, mais sortant de cette logique d'aide, même ça dérange. Aide au développement, ça dérange. Prisca? En tout cas, au niveau du CEP ici, on est complètement orienté investissement privé pour le renforcement du secteur privé. Donc, on va chercher l'investissement auprès des privés, des fonds d'investissement, les marchés, etc., qu'ils soient locaux ou à l'international. Donc, on n'est pas dans une approche d'aide. On est vraiment dans une question d'investissement avec un retour on a une sur banque investissement. européenne, la Banque européenne d'investissement qui est présente. Comment elle agit sur le marché financier local et sur ces questions-là? Je pense qu'il faut réaliser qu'en 2026, les relations de partenariat ne sont plus du tout dans le même schéma que dans les années 60. C'est ça la réalité. Il y a de toute manière des aspects indispensables de coopération avec la puissance publique. Il y a de toute manière des aspects qu'on ne peut pas ne pas traiter avec la puissance publique, ne serait-ce par exemple que sur les aspects politiques publiques ou les aspects sécurité-défense. Moi, je ne suis pas un partisan de la sécurité-défense uniquement gérée par le secteur privé avec des aspects purement mercantiles parce qu'on voit dans certains pays que ça ne va pas dans la bonne direction. L'Union européenne va probablement... Il y a des domaines régaliens où ce serait trop sensible de... Non, mais c'est pour illustrer le fait qu'on n'est pas dans la on n'est plus du tout dans la coopération classique. Juste un mot sur la sécurité et développement. On va devenir, l'Union européenne, probablement, si on ne l'est pas déjà, le premier partenaire sécurité-défense de la Côte d'Ivoire. C'est indispensable de travailler avec, ce matin même, voilà, j'ai remis des embarcations au ministère, pas au ministère, mais à la marine. Pourquoi? Parce que la sécurité maritime, qui dicte aussi l'efficacité de l'offshore pétrolier, par exemple, c'est une affaire de la puissance publique ivoirienne. Après, la puissance publique ivoirienne décide de travailler avec l'Union européenne pour tel segment, avec tel autre acteur pour tel segment, c'est une autre affaire. Et ce que je veux dire, résiduellement, on ne peut pas évacuer toute coopération institutionnelle et publique. Là où je suis d'accord avec ce que dit Stan, c'est que les réponses les plus systémiques, durables dans le temps, pas durable en termes d'environnement, mais on peut y arriver aussi, durable dans le temps et avec les effets les plus puissants en termes de création d'emplois, en termes de transformation du pays, elles viendront du privé, quelle que soit la source de financement. Exactement. Nous, puisqu'on est un acteur public, on a nos acteurs publics qui font aussi des financements sur la base de prêts, la BEI, donc on n'est plus du tout dans le financement classique de la petite école de village sur fonds publics et puis laquelle école va peut-être s'effondrer quand les financements s'arrêtent. Eh bien, c'est bien comme ça qu'on investit
dans le photovoltaïque en Côte d'Ivoire, dans l'hydro en Côte d'Ivoire, dans même les fossiles en Côte d'Ivoire sur l'énergie, ça c'est un élément. C'est bien avec cette modalité qu'on va contribuer à faire se réaliser les corridors. On parle de plusieurs milliards d'euros, etc., etc. Donc je ne pense pas que les choses puissent être totalement opposées. Elles sont complémentaires. Il faut bien que la puissance publique pose un cadre réglementaire pour que des acteurs privés, que ce soit les marchés financiers qui ont leur rôle à jouer, ou que ce soit des acteurs purement bancaires, mais aussi à la fin des fins, il y a bien quelqu'un qui va réaliser. Et ce quelqu'un, c'est une entreprise. C'est ça, c'est le secteur. Moi, je préfère qu'elle soit européenne et ivoirienne, qu'elle soit autre, mais à la fin, ce sont ces entreprises qui vont réaliser qui des routes, qui des câbles à très haute tension, qui des ponts, qui des systèmes de TGV, etc., etc. Et TGV, ce n'est pas des petits fonctionnaires comme moi qui vont prendre leurs petits doigts et construire le TGV. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je crois qu'il y a une complémentarité, mais aussi, je crois que sur la logique de l'approche, elle est décrite parfaitement. C'est-à-dire qu'il faut chercher l'argent où il est et la réponse technique où elle est et laisser la puissance publique réglementer ce qu'elle doit réglementer, créer de l'enseignement, de la formation là où elle doit le faire, continuer à prodiguer de la santé publique parce que c'est aussi une responsabilité de l'acteur public, sans évacuer la responsabilité des acteurs privés dans le domaine de la santé, etc., etc. Pour une entreprise privée comme la vôtre, je pense que vous n'attendez pas forcément les aides de l'Union européenne. Comment vous gérez cette transition vers ces nouvelles énergies, Maud Kadio-Morokro, pour Petro-Ivoire notamment? Nous, ce qu'on a fait, c'est Bon déjà appétit. De préparer les compétences pour pouvoir rentrer dans cette logique-là. Étant donné que nous, ça faisait partie de notre vision stratégique de se déployer en termes d'énergie, en diversifiant nos sources d'énergie, enfin nos méthodes d'énergie, on a commencé à se préparer en termes de compétences, en termes de talents en interne pour pouvoir absorber les premiers éléments. Donc, Sur des nouveaux sujets comme ça, est-ce que ça a été facile de trouver des compétences Déjà, on n'a rien construit. Donc on a eu des partenaires, on a commencé avec des partenaires donc, qui ont installé nos bornes. On a eu à former nos équipes internes pour pouvoir intervenir sur les équipements. Sujets, oui. Voilà, sur les différents équipements. Et après, bon, voilà, ça a pu démarrer. Donc on a quelques bornes déjà qui sont disponibles. On a commencé à faire des rechargements. Bon, je le dis en même temps pour ceux qui nous regardent. Pour les voitures Voilà. électriques, vous voulez Pour les dire? véhicules électriques. Qui a un véhicule électrique ici ou Il y en a de plus en plus. On vous attend sur de l'électrique. Hein? Stan n'a pas encore acheté son véhicule. Moi, ça ne m'intéresse pas. Je suis assez mitigé sur L'électrique. la façon dont on veut approcher le développement durable en La Afrique. transition. Parce qu'on ne peut pas, c'est contradictoire de parler d'industrialisation de nos pays et parler de passer au tout vert. Enfin, je ne sais pas si on arrive à faire de la transformation avec de l'éolienne, ça me tonnerait. C'est qu'à un moment donné, il va falloir être réaliste. C'est de dire qu'il faut qu'on atteigne un certain niveau de développement avant de passer au tout vert. C'est vrai que c'est un challenge. pour Avec les- tout, perte et profit en y arrivant? Non, Est-ce qu'on ne c'est- peut pas prendre les Non, alors- raccourcis du développement et éviter les erreurs Il n'y a pas de Mais raccourci. il Il n'y a pas de, il y a pas Il y de a aussi raccourci. des défis de coût aussi. Non, c'est hein. ce que je dis. Il y a une transition naturellement à faire, c'est-à-dire qu'il va falloir prendre en considération évidemment les réalités du réchauffement climatique et tout ça. C'est ça. Mais on ne peut pas faire de transformation économique au vert. Il faut qu'on soit sérieux à un moment donné. pas du Est-ce que c'est ce que 100%. Petro-Ivoire Et, voilà. de proportion. Non, mais Voilà. c'est ce que je dis. C'est-à-dire que c'est pourquoi je dis le challenge, il est là. À quel moment, justement, le vrai challenge des Africains, c'est comment vous vous développez en faisant un mix énergétique de verre et de fossiles. Et de fossiles. Parce Mais que tout vous est ne dans, pouvez pas tout dans le éviter. mix. Tout est dans le mix. Par Oui, exemple, justement, mais on ne peut pas nous dire d'aller tout au vert et La- abandonner la le Côte reste. Mais d'Ivoire. c'est pas ce qu'elle a dit. Non. Alors, quand vous regardez, C'est pas- toutes ces... Vous savez, moi, ce qui m'amuse vraiment, c'est...
C'est ce deux poids, deux mesures que je constate dans le monde. Avant la guerre en Ukraine, il était dit dans les conférences internationales que le charbon, on arrêterait le charbon à cause de son impact négatif. Tout le monde a arrêté. On a la guerre en Ukraine, les Russes bloquent tout et les Allemands qui repartent au charbon et personne ne dit rien. Ça me pose un problème. Parce que ça voudrait dire qu'on va au vert quand ça nous arrange, quand ça ne nous arrange pas, on revient au noir. Donc à un moment donné, il faut être cohérent. C'est pourquoi je dis qu'il faut que les Africains approchent ça avec beaucoup de philosophie, de ne pas aller signer tout et n'importe quoi, et après venir se retrouver dans des situations où ils sont bloqués. C'est de faire avoir une approche qui soit une approche contextuelle. Oui, on veut se transformer. Quelle partie du fossile on devrait désormais utiliser pour que ça nous permette de nous transformer? Et quelle partie du vert on devrait faire pour justement respecter ces engagements que nous prenons à l'international? Mais les engagements que les Occidentaux prennent sur le vert seront forcément beaucoup plus importants que les Africains parce qu'eux sont déjà développés. Mais ce qui est le cas. Voilà. Ce qui est le cas. Je veux dire, les engagements pris par les économies avancées sont beaucoup. En Alors, tout cas pour l'Union européenne. Oui. Moi, je ne parle pas ni pour les Et après, États-Unis, ni pour les on autres. vous laissera finir, Maud. Mais pour en revenir à la Côte d'Ivoire, Oui. l'équation, elle est quand même très simple. C'est que tous les ans, la demande et les besoins en électrification augmentent de 10 à 15%. Et c'est plutôt une bonne nouvelle puisque c'est le signe que l'économie continue à croître. D'une part, et d'autre part, c'est le signe aussi que le niveau de richesse moyen Est en hausse. du ménage est en hausse. Parce que ça veut dire que eh bien, les ménages peuvent s'équiper davantage avec des équipements électriques individuels. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Là où les autorités ivoiriennes sont particulièrement courageuses et ambitieuses, c'est qu'elles fixent, là aussi c'est dans le PND, l'augmentation significative des capacités installées en termes de génération électrique, c'est-à-dire en termes de centrales électriques. Aujourd'hui, c'est essentiellement du fossile, mais pas uniquement. Et fixe une cible de mix énergétique avec... Mix, c'est un mélange de production qui prévoit que 45%, quasiment la moitié, De la production en de la énergie production sera issue issue d'énergie du renouvelable. Mais ça, ce n'est pas un chiffre qui vient comme ça du ciel. C'est parce qu'il y a des études assez poussées. Moi, je parle de choses que je ne connais pas, mais en bout de chaîne, des gens qui disent, voilà, le potentiel hydro, c'est tant, le potentiel solaire, c'est tant. C'est ça. Et sur cette base, compte On peut tenu... faire des projections. On peut faire des projections. Et là, par exemple, puisque les autorités ivoiriennes ont fixé cet horizon, nous, en tant qu'Union européenne, eh bien, nous mobilisons une réponse, ce qu'on appelle une offre. On n'est pas les seuls pour dire, voilà, on peut vous accompagner sur l'hydro, l'électrique et même le gazier si nécessaire, avec telle ou telle solution, en apportant telle ou telle solution financière. Donc ça aussi, c'est une illustration de cette fameuse coopération internationale qui répond à un besoin précis qui est fixé par les autorités ivoiriennes sur leur base de la planification sur les 5 prochaines années, par exemple. Maud, Nous, on ne rentre pas dans ce mix énergétique-là parce qu'on veut répondre forcément à des contingences internationales. On veut quand même régler une problématique aussi qui est bien réelle aussi en Côte d'Ivoire. Le carburant coûte cher. Quand on parle des bornes électriques, le courant aussi coûte cher. L'électricité aussi coûte cher. Mais aujourd'hui, on est en train, en tout cas le monde est en train de diversifier aussi cette source d'énergie-là, parce qu'on a le solaire, on a l'éolienne, on a quand même pas mal de choses qui sont en train d'arriver. vous avez des initiatives dans le solaire? Et ce sont des choses qu'on commence à regarder pour pouvoir se mettre dans cette énergie solaire-là, pour pouvoir répondre aussi à la demande, et puis même à la croissance des entreprises, parce que c'est toujours plus intéressant. Je voulais parler du Nord. Je suis arrivé à Bouna et que j'arrive dans une école où je vois 200 vélos. Je vais faire la parallèle avec Bingerville. C'est que là, on a 200 vélos qui sont là. Mais personne, on est encore en train de faire les voies sans les voies pour les vélos,
Alors que là, on peut Très bien. tourner assez facilement, puisqu'ils ont déjà les vélos. Ils ont des habitudes de vélo. C'est qu'il faut juste tourner dans des coins comme ça et dire, mais tiens, la voie des véhicules, c'est une petite voie. C'est ça. Et vous êtes déjà sur le vélo. Ce n'est pas un vélo qui vient de Paris, on va dire, c'est l'accord de Paris. Là, c'est des choses sur lesquelles on peut tourner. On peut facilement capitaliser sur le fait et que les partir gens de sont là. déjà dans une pratique. Voilà, et c'est ce que vous dites. Vous allez, pour aller sur on va dire. Bergerville, c'est la même chose. On fait une voie en 2026. On Et on repart ne prévoit encore pas sur une 3 piste voies cyclable. pour les véhicules. Il n'y a pas de piste cyclable. C'est qu'en fait, c'est aussi tout ça. Il y a des choses à faire À localement. un moment donné, il faut que les Africains ont leur propre stratégie qui soit contextuelle, qui prenne en considération leur réalité. De ne pas rentrer juste dans des tendances internationales. Si ces tendances internationales concordent avec leur stratégie de développement local, oui, pourquoi pas. Parce que, comme je vous ai donné l'exemple de l'Allemagne tout à l'heure, quand la tendance internationale n'arrange plus l'Allemagne parce qu'elle est dans une logique de survie, elle ne va pas continuer à suivre cette tendance, même quand elle a signé pour. À un moment donné, c'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire que si on a le soleil, ok? Si l'énergie solaire peut permettre de faire cette transformation industrielle qu'on veut, c'est parfait. Mais si elle ne peut pas, elle fera ce que vous avez dit pour les véhicules, pour les maisons, pour autre chose. Mais si la transformation industrielle passe par le fossile, on gardera le fossile. Et pour les autres, où ce n'est pas nécessaire d'avoir le fossile, oui, on rentre dans cette logique-là. Mais on ne va pas rentrer dans une logique qui nous prive de notre industrialisation. Ça, par contre, à un moment donné, il faut que les Africains soient conscients et qu'ils puissent aller signer des accords qui contraignent leur développement parce qu'ils ont envie de rentrer dans une logique de tendance internationale. Parce que j'ai entendu des membres dans différents pays, des membres du secteur public, qui, après avoir signé des accords internationaux, reviennent chez eux et se plaignent. Je dis, mais vous plaignez de quoi? Vous avez signé, personne ne vous a mis le couteau sur la gorge. Dès l'instant où vous signez, je pars du principe, je vais présumer que vous signez des choses qui sont en accord avec votre propre priorité de développement. Mais vous ne signez pas et venez vous plaindre. Donc ça montre bien que dans beaucoup de cas, ils se sentent soit obligés de suivre la tendance, ou j'ose espérer qu'ils comprennent ce qu'ils signent, mais qui se sentent obligés de suivre la tendance. Mais après, derrière, ils n'y croient pas vraiment. Le dîner sans filtre tire à sa fin. Vous le savez, nous avions pour ambition d'évoquer l'attractivité locale à travers l'action de la société civile, des bailleurs, la coopération internationale et bien sûr la coopération d'acteurs publics et privés. Alors on a surfé sur tous ces thèmes-là, on ne peut prétendre les épuiser ce soir, mais j'espère qu'avec vous, chers téléspectateurs, eh bien, à travers les échanges que nous avons eus ici, vous aurez eu le temps d'avoir des bribes de réponses à ces préoccupations qui sont les nôtres. Pour la fin du dîner sans filtre, puisque nous y sommes maintenant et que nous sommes à ce dessert qui est un soufflé de pain perdu, caramel, fleur de sel de Guérande, glace à la vanille, que je vous laisserai finir de déguster quand sonnera le générique de fin. Eh bien, on va revenir à une tradition de cette émission, c'est de porter un toast. Parce que vous avez tous ici évoqué vos visions à court, moyen ou long terme pour ce pays que vous aimez à votre façon, diversement, parce que ou de passage ou installé. Et c'est tout à votre honneur de contribuer ainsi par vos intelligences à l'émergence d'une Côte d'Ivoire plus forte de son développement et puis de ses acteurs. Donc ce toast, eh bien, on va le porter. Je vais vous demander à chacun d'entre vous de porter un toast pour la Côte d'Ivoire ou pour le sujet qui vous tient le plus à cœur. Philippe, on avait commencé par les femmes. On va commencer par vous, vous êtes à ma gauche. On va porter ce toast avec vous. Vous le portez à quoi? Au développement. Je porterai un toast. En fait, c'est mon plus grand souhait. Ou 1 milliard de chiffre d'affaires de Ebouessa, ou on y est déjà?
Ah non, moi je pense que si tout va bien, si le pays va bien, le milliard de chiffre d'affaires, on le fera. Ça, Stan le fait déjà. Hein, Ah oui, mais on verra à quoi il va porter son toast quand ce sera son tour. Stan est au niveau de notre rêve. Non, je le porte vraiment au développement, je le porte à l'orientation de ce que nous faisons pour que vraiment nos pays puissent permettre à ces jeunes, aux idées, à vivre un peu ce qu'on voit dans la fiction, le Wakanda et tout le reste. Mais oui, les pays africains peuvent vivre ça. Il ne faut pas être fermé en autarcie comme beaucoup le font. Et c'est comme ça qu'on va se développer. À la Côte d'Ivoire, donc, pour votre toast. Prisca. Alors moi, ça porterait sur le développement, mais beaucoup plus équilibré. Parce que généralement, quand on parle d'attractivité, on parle du pays, mais on se rend compte que beaucoup d'investissements restent quand même plus localisés sur Abidjan. Donc que cette attractivité-là soit aussi ressentie au niveau des régions, que les régions puissent bénéficier de cette manne, puissent bénéficier de cette aura du pays et que les opportunités aussi soient vues des investisseurs de sorte à ce que ces régions puissent grandir et atteindre même le stade d'Abidjan. Aux régions. Donc, aux régions. Aux régions. Votre Moi, toast. Je ne peux porter un toast que pour la poursuite de ce partenariat entre l'Union européenne et la Côte d'Ivoire qui est un partenariat d'exception qui fête cette année ses 65 ans, figurez-vous, et qui est assis sur un mélange d'intérêts partagés. Intérêt partagé, c'est que notre intérêt en tant qu'Européens, c'est de voir une Côte d'Ivoire qui se développe, et qui se développe, comme cela est évoqué, de manière encore plus inclusive, encore plus partagée sur l'ensemble du territoire, sur des bases aussi décentralisées, durables. Et c'est bien la raison pour laquelle nous contribuons et nous allons accompagner de manière résolue la réalisation et le succès du plan national de développement. C'est un outil extrêmement puissant. En tout cas, nous qui nous aide énormément en tant que partenaire international pour savoir de quelle manière la plus efficace possible et la plus ciblée possible nous pouvons soutenir la réalisation de la vision des autorités ivoiriennes. Tout y est et je ne peux que porter un toast voilà, à la poursuite de ce partenariat. Au partenariat gagnant-gagnant? Exactement. C'est comme ça qu'on dit. Maud. Et tout ce pétrole. vous avez le pétrole et vous avez les idées en prime. C'est ça. Bon, moi, je vais me faire un peu décaler parce que je pense qu'au cours de cet échange qui était très intéressant, il y a peut-être une frange, une partie des entrepreneurs qu'on n'a pas abordé. Alors, c'est ce que j'appelle la voie des sans-voix, les petits, les tout petits, ceux qui n'ont pas l'accès justement aux gros investissements. Je vous parle de la vendeuse du marché, je vous parle du plombier du quartier, informel, voilà, de tout le secteur informel. Qui grouille, agit puissamment. Voilà, qui essaye de faire et qui aide, qui contribue beaucoup en fait à notre pays. Alors, je porte un toast au fait qu'il est important qu'on y pense. Il faudrait qu'on puisse se pencher, qu'il y ait des structures, peut-être, je ne sais pas si ça existe ou pas, mais il faut qu'il y ait des structures qui se penchent en fait sur ce secteur-là pour le sortir de l'informel, pour permettre à ces gens-là de pouvoir exister d'une autre manière, de manière plus structurée. Et je rêve en fait de cette Côte d'Ivoire où on diminuera, où on baissera vraiment le taux de précarité et qu'on encouragera l'éclosion en fait de ces petits champions pour qu'ils deviennent plus tard des gros champions. Je pense que c'est des graines de champions. Voilà, c'est ça. Et je suis sûre que ça va arriver. Ça va peut-être pas être pour demain, voilà, mais je suis sûre que ça arrivera. Et ça, c'est mon vœu le plus cher et c'est le toast que je lève. Tellement bien dit à ce secteur informel qu'il faut formaliser de plus en plus. Et puis, cher Stan, vous allez faire le toast. Si on reste sur la logique d'encourager la Côte d'Ivoire, je trouve que c'est un pays qui est ambitieux, mais c'est un pays qui devrait aller avec une ambition beaucoup plus importante.
C'est-à-dire que sur le plan de la planification, de rentrer dans une logique de planification à très long terme. J'aimerais plutôt voir un PNB à 100 ans, avec un retour-planning d'évaluation chaque 10 ans, que d'avoir un retour-planning à court terme, que d'avoir une planification à court terme. C'est une planification à très long terme. Et je crois qu'il va évidemment s'ajuster au fur et à mesure qu'on avance. Et je crois que c'est comme ça que justement on peut se positionner dans une logique avec un objectif de développement. La deuxième chose, il faut que cette... Ça fait 2 toasts. Non, c'est tout le même toast. Et que cette planification à long terme et cette mise en application de cet objectif ambitieux se fasse en priorité avec les compétences locales, dans une logique de développer et former ces compétences locales, et avec les entreprises locales en majorité, en restant toujours dans une logique d'ouverture et de libéralisme. Moi, je pense que c'est un point fondamental de l'économie ivoirienne, le libéralisme. Mais j'aimerais qu'à un moment donné, on arrive peut-être à moyen terme à une configuration de la production de la richesse qui soit plutôt 60% par les entreprises ivoiriennes et 40% par les entreprises étrangères. Voilà le toast au que contenu je porte. local et à sa richesse. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin le dîner sans filtre. J'ai eu l'honneur de recevoir ce soir pour vous et pour évoquer des sujets d'importance pour cette dernière de la saison. On va se retrouver à la rentrée. Était à cette table concoctée par notre très cher Rim Chalabi, qui nous fait toujours l'honneur et le plaisir de nous recevoir ici à Parenthèse 25 rue du Canal à Biétry. Et bien Philippe Kaiser, qui nous a gratifié de sa présence, de son analyse d'entrepreneur. Priska Saïri, directrice de la communication du Centre de promotion des investissements de Côte d'Ivoire, qui nous a rassuré que des réflexions de haut niveau étaient en cours pour encore mieux accompagner les entrepreneurs. S à la fin, puisqu'il y a ce nouveau guichet dédié aux femmes. Encore nous, vous allez voir, on va prendre le pouvoir. Et puis, si ce n'est déjà fait, hein. Et puis, son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, et Monsieur Irshad Razali, merci d'être venu. Vous nous avez éclairé sur cette coopération entre l'Union européenne et la Côte d'Ivoire, ce programme Erasmus qu'on pensait réservé aux étudiants de l'espace européen, mais qui s'est adapté, ouvert et dont peuvent bénéficier l'ensemble des acteurs du monde académique et même au-delà. Il suffit donc de se formaliser. Et puis nous avons bien sûr évoqué d'autres sujets qui touchaient à la coopération entre notre pays et l'Union européenne. Et puis Maud Kadio Morocco, quel plaisir de vous voir. On a toujours l'impression de voir votre sœur quand on vous voit. Il paraît. Vous êtes une telle ressemblance. Mais je lui dis toujours que je suis plus belle. Donc, Écoutez, tant qu'elle n'est pas venue au dîner sans filtre, on n'a aucun moyen de démentir cette assertion. Sauf qu'elle va regarder après. Alors, Elles sont toutes les deux magnifiques. vous êtes toutes les deux on est comme des jumelles, c'est vrai. Et je pense que Live TV a fait une OPA sur vous parce Absolument. qu'elle participe à une autre émission c'est qui est vrai. Angels in My Life et vous êtes ici. Moi, je suis bien contente de vous avoir. Peut-être que vous ferez comme Stan, que vous reviendrez. Avec plaisir. Parce qu'on n'en a pas fini de savoir tout ce que vous faites, même à titre personnel, Oui. pour les femmes. Hein. Je sais que Tout à vous fait. agissez beaucoup dans beaucoup de domaines. Et puis, Stanislas Zézé, j'espère que la notation financière de la Côte d'Ivoire sera meilleure, en tout cas celle à venir, que celle d'antan. Vous en avez posé les bases, les recettes dans vos nombreuses interventions ici et ailleurs. Je suis sûre que ceux qui doivent vous entendre vous entendent. C'est ainsi que prend fin ce dîner. Merci de votre attention et à très bientôt. Bonne soirée.